Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h, lundi 26 avril. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, les travaux de Roche Expo vont bon train. D'ici la fin de l'année, c'est une toute nouvelle halle qui devrait voir le jour le plus grand parc d'exposition de Haute-Savoie. Emmanuel Jaude est allé faire un point d'étape. Et puis ce soir, nous parlerons de l'évolution du métier de guide de haute montagne avec Julien Laurent qui officie dans les Trois-Vallées. Ce professionnel fait partie des 400 guides qui ont signé une tribune destinée à transformer profondément leurs pratiques. Ils souhaitent minimiser leur impact sur l'environnement. Je vous le disais en titre, il y a quelques jours, l'équipe de Roche Expo organisait un point sur l'avancée de la construction d'une nouvelle halle de 9000 m². Elle devrait équiper le parc d'exposition de La Roche-sur-Foron d'ici la fin de l'année. Les travaux d'un coût de 20 millions d'euros qui avancent pour le moment comme prévu. Les explications d'Emmanuel Jaude. Démarré il y a près d'un an avec la démolition de 11 000 m² de locaux, la rénovation de Roche Expo avance bien. Conformément au calendrier initial, c'est aujourd'hui le squelette du tout nouveau hall de 9 000 m² qui est assemblé. Un chantier d'envergure porté par plus de 25 corps de métiers différents. Chaque élément de charpente, c'est 30 tonnes qui sont posées toutes les semaines à partir de maintenant. Donc des contraintes aussi au niveau structurel puisque les reprises d'effort de ces charpentes, c'est plus de 150 tonnes par tirant sur les extrémités. Donc des fondations dimensionnées, enfin pratiquement un ouvrage de génie civil qui a été construit ici à Roche Expo. Et puis on va arriver dans une phase du second œuvre, de la coactivité. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre recale le planning semaine après semaine, mais on devrait tenir les délais de la fin de cette année 2021 pour la livraison de la halle. Et puis une ouverture sur cette halle en 2022 pour le Salon international de la machine-outil de décolletage qui commencera le 3 mars. D'un coût de 20 millions d'euros, ces travaux permettront à Roche Expo de doubler sa capacité d'accueil d'événements, portant à une centaine le nombre de manifestations qui pourraient donc être reçues à La Roche-sur-Foron chaque année. Proposer un projet, un élan pareil à une ville, un département, à une région, ça ne peut faire que consensus. C'est trop magnifique dans l'esprit pour qu'il en soit autrement. Par rapport à l'intérêt public, par rapport à l'intérêt local, et par rapport au rayonnement international. On est toujours impatient quand on a un projet aussi ambitieux, aussi merveilleux, esthétiquement, fonctionnellement, de voir enfin le public arriver, revenir de nouveau sur ce site qui était déjà prisé et qui le sera encore plus à l'avenir. Malgré le contexte sanitaire impactant de plein fouet le secteur de l'événementiel, la requalification du site a de quoi redonner du baume au cœur aux équipes du parc des expositions, qui attendent désormais avec impatience janvier 2022 pour découvrir officiellement le nouveau visage de Roche Expo. Toujours en Haute-Savoie, la campagne de vaccination s'étend encore un peu plus dans le département. Dès le lundi 3 mai, un nouveau centre de vaccination va ouvrir ses portes sur la commune de Passy. Il proposera principalement des doses du vaccin Pfizer et BioNTech. Ce centre remplace celui de Sallanches qui a dû fermer ses portes en raison de travaux. Et puis du côté savoyard, le département renforce aussi sa capacité vaccinale. Elle passe de 700 à 900 injections journalières. En effet, la préfecture remet en circuit des doses inutilisées du centre Savoie Expo pour éviter le gaspillage. Pour recevoir l'injection, il faudra vous inscrire sur la plateforme en ligne Covidlist. Vous aurez 10 minutes pour accepter ou non le créneau horaire. Et puis on reste en Savoie pour évoquer le sort des étudiants les plus précaires. Un peu plus d'un tiers des étudiants exerçaient une activité rémunérée en parallèle de leurs études avant le premier confinement en 2020. Selon l'Observatoire national de la vie étudiante, 20% d'entre eux n'ont pas repris leur activité depuis. Les jeunes étudiants et les jeunes actifs sont particulièrement touchés par la crise économique liée à la pandémie. Pour leur venir en aide, les actions se multiplient. Vendredi, le département de la Savoie a lancé en partenariat avec l'agence économique régionale une plateforme rassemblant des offres de stages d'alternance ou encore des jobs d'été. Le créateur du site a expliqué son fonctionnement à Victoria Lopez. On l'écoute. Je suis un jeune, je suis en recherche d'emploi, je cherche par exemple un CDD ou un CDI ou un contrat d'apprentissage en Savoie. Il suffit de cliquer sur le bouton « Contrat d'apprentissage en Savoie » pour accéder aux offres d'emploi. Ces boutons ont été multipliés 4 fois pour 4 agrégateurs différents que nous avons présélectionnés et qui permettaient tous de trouver par exemple des contrats d'apprentissage. Donc si le premier ne donne pas de résultat, vous testez le deuxième et on les a mis dans l'ordre de préférence avec ceux qui avaient déjà le plus de résultats. Ces créateurs existent déjà depuis longtemps, on fait juste un travail de présélection. Il n'y a pas énormément de technicité, il y a beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, on pourrait estimer qu'il y a plus de 10 000 offres d'emploi,
catégories, CDI, CDD, stage, contrat d'apprentissage, contrat d'alternance. En plus des offres d'emploi, vous avez des tutos qui expliquent comment travailler leur identité numérique en format vidéo. Vous avez un agenda qui vous permet quand même de trouver tous les job dating, enfin en tout cas qu'on va essayer d'alimenter régulièrement pour avoir les job dating, c'est-à-dire les événements emploi en Savoie. Voilà. Et les initiatives également qui concourent à aider les jeunes sont également présentes. Vous avez une rubrique qui s'appelle Initiative et tout ce qui peut aider l'emploi des jeunes est à l'intérieur. Place maintenant à notre invité du jour. Depuis quelques années, les guides de montagne s'organisent de plus en plus tôt dans la saison pour proposer des courses en toute sécurité. En cause, le dérèglement climatique, une fonte des glaces précoce et de nombreux éboulements rocheux. Alors pour faire face à cette urgence climatique, ils sont nombreux à avoir signé une tribune proposée par le CNGM, le syndicat national des guides de montagne, pour faire bouger les lignes et adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Pour en parler ce soir, je reçois Julien Laurent, qui est notamment guide de haute montagne en Savoie dans les Trois-Vallées. Bonjour Julien Laurent. Bonjour. Alors, comme vous le soulignez dans cette tribune, en tant que guide, vous êtes les témoins directs du réchauffement climatique et vous devez sans cesse vous réadapter vos pratiques dans le cadre de votre métier. Cette forte prise de conscience est partagée dans toute la profession ? Absolument, et cette prise de conscience est vraiment partagée puisqu'on vient d'avoir cette tribune proposée par la commission éthique et environnement du syndicat qui a proposé aux guides de signer de manière individuelle cette tribune. Et on a eu plus d'un tiers des actifs de la profession qui ont signé cette tribune, puisqu'on a eu plus de 500 signatures. Et en fait, aujourd'hui, les guides sont vraiment des témoins privilégiés de ce réchauffement climatique en montagne qu'on observe et qui est jusqu'à 2 fois plus rapide qu'en plaine. Et plus personnellement, quand et comment cette prise de conscience a-t-elle eu lieu ? Moi, personnellement, cette prise de conscience a émergé assez tôt, de par mon parcours professionnel un petit peu annexe, puisque j'étais également chercheur en biologie. Mais en tout cas, en tant que pratiquant de la montagne, en tant que guide, personnellement, ça fait 30 ans que je fais de la montagne et on sent vraiment un basculement très profond et très fort depuis maintenant environ 10-15 ans. Depuis 5 ans, ce changement est réellement en train de s'accélérer et nous inquiète. Alors, il y a déjà un tiers des guides actifs qui ont signé cette tribune. Le défi aujourd'hui, ça va être d'instaurer de nouvelles règles du jeu pour tous les professionnels de la montagne. Et en quelque sorte, effectivement, en fait, les guides sont déjà en train de s'adapter parce que les changements sont déjà bien présents. C'est-à-dire que les canicules récurrentes chaque été font que le retrait glaciaire, que les éboulements sont de plus en plus fréquents. Depuis 5-10 ans, on en est vraiment des témoins privilégiés et on est déjà obligé d'adapter nos activités. Donc, cette adaptation a déjà un petit côté positif, elle nous montre qu'on a une marge de manœuvre, qu'on est capable de s'adapter. Donc, de par cet aspect, on essaie de ne pas voir tout en noir. Cependant, on se dit aussi qu'en quelque sorte, ce qui est en train de se passer à une échelle globale contribue un peu à scier la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire à scier un peu notre outil de travail, puisque finalement, ça induit vraiment des modifications profondes dans notre activité tout au long de l'année. Et plus concrètement, pour le coup, quelles sont ces nouvelles règles du jeu ? Vous pouvez nous en citer quelques exemples ? Alors, ces nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque le mois d'août arrive, qu'il y a eu beaucoup de chaleur à répétition, on n'ose plus monter au-dessus de 2500 mètres dans les zones où on trouve du permafrost. Et en fait, avec les canicules, ce sont vraiment des zones qui sont à la fois sujets donc à des glaciers très crevassés, mais également des zones qui sont sujets à des éboulements. Et plus on avance dans la saison, plus ils sont importants. Ce qui fait qu'au mois d'août, beaucoup de guides font le choix soit de ne plus travailler en altitude, ou sinon de travailler à des altitudes qui sont moins importantes. C'est un exemple parmi d'autres. D'accord. Quelles sont vos principales craintes en tant que guide sur le terrain ? Les craintes, c'est des craintes sécuritaires, avant tout pour nos clients et pour nous-mêmes, puisque tout simplement, si on se retrouve dans des zones instables, avec du rocher fragile ou des ponts de neige sur les glaciers qui sont fragiles, tout simplement, il y a un risque réel et vital. Après, c'est vraiment notre travail de guide de réussir à amener les gens en toute sécurité dans ces conditions. Et donc nous, ça implique ça implique déjà de prendre déjà beaucoup plus d'informations sur les conditions
il y a 10 ans en arrière, quand on prenait des informations fin juillet, on pouvait encore faire beaucoup de couloirs en neige. Aujourd'hui, faire des couloirs en neige encore fin juillet, même dans des massifs hauts comme le massif du Mont Blanc ou le massif des Écrins, ça pose vraiment question et ça nous oblige à recueillir un grand nombre d'informations déjà avant de pouvoir s'engager dans les courses avec nos clients. Alors justement, ces clients, il va falloir leur passer le message aussi. De quelle manière ? Alors ce message, je pense qu'il passe déjà un petit peu, suivant la sensibilité de chacun des professionnels. Donc il passe à travers tout simplement les observations qu'on peut faire en direct. Il passe aussi à travers le fait que tout simplement on programme des fois des programmes 2, 3, 4 mois à l'avance et puis arrivé le jour J, on ne peut pas les faire parce que les conditions ne sont plus là, alors que de manière standard, elles devraient être là. Et aussi, tout simplement, par exemple, cette tribune qu'on a signée, je sais que si un guide se retrouve dans une situation où un client va lui demander une activité qui n'est pas forcément en accord avec ses convictions, il peut exprimer le fait aujourd'hui de dire « Écoutez, moi j'ai signé cette tribune, j'aimerais aujourd'hui essayer de réconcilier un petit peu ma pratique avec finalement des aspirations écologiques, ou en tout cas qui cherchent à avoir un équilibre global. » Et donc on peut témoigner à travers nos propres engagements la pratique que l'on désire avoir en montagne. Alors, sur le Mont Blanc, on le voit déjà depuis plusieurs années, on se dirige vers un protocole bien plus ficelé pour prétendre à l'ascension. On se rapproche d'un modèle himalayen ? On ne se rapproche pas forcément d'un modèle himalayen. Le protocole ficelé qu'on observe beaucoup sur la voie normale du Mont Blanc aujourd'hui est surtout dû à des restrictions liées en fait au surnombre, à la surfréquentation. Sauf que justement, l'idée serait peut-être d'essayer de trouver un cadre où on ne soit pas obligé d'arriver à un système de réglementation dans nos pratiques et donc finalement d'être acteur un petit peu et pas passif vis-à-vis de tous ces changements pourra peut-être nous permettre dans l'avenir de garder une marge de liberté plus importante. Cet été, vous avez notamment prévu de présenter un livret climatique lors du bicentenaire de la Compagnie des guides de Chamonix. Ça va être l'occasion de partager toutes ces problématiques auprès du public ? Absolument, absolument. Il y a une des actions justement de cette commission éthique et environnement a été d'aider la Compagnie des guides de Chamonix à contribuer à rédiger en fait un petit livret qui fait un petit peu un état des lieux actuel de la situation et des évolutions en montagne. Et elle a notamment été rédigée par plusieurs scientifiques, pour certains membres de la compagnie, comme Ludovic Ravanel, Brad Carlson, ou également un étudiant en thèse en géographie à Grenoble qui s'appelle Yann Bornier. Ils sont tous guides de montagne, ils sont tous très préoccupés par ces thématiques. Et en fait, ce petit livret va être distribué à la fois dans les offices du tourisme ou dans les bureaux des guides. Et ce sera encore une manière supplémentaire de sensibiliser un peu le grand public à l'occasion de ce bel événement que sont les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Julien Laurent d'avoir été avec nous sur ce plateau en visioconférence. Elles doivent aussi affronter le dérèglement climatique. Les abeilles, nous en parlions la semaine dernière. Les arbres fruitiers de nos départements n'ont pas été épargnés par les récentes vagues de froid. Le gel a détruit une grande partie des récoltes. C'est aussi le cas des vergers valaisans en Suisse. Ils sont toujours sous tension en raison d'une météo capricieuse. À l'heure où les abeilles font leur travail de pollinisation, difficile de savoir si leur travail va porter ses fruits cette année. C'est un reportage de nos confrères de Canal 9. Alors que le gel fait des ravages dans les vergers d'abricotiers, les producteurs de fruits à pépins se réjouissent des beaux jours de cette semaine. Mais tout n'est pas gagné. Par voie de conséquence, les abeilles en pâtissent également. La météo jusqu'au début de semaine n'a pas été favorable ni pour les arbres ni pour les abeilles, ce qui fait que les abeilles n'ont pas pu jouer leur rôle de pollinisateurs. Elles l'ont fait un peu en mars sur les abricotiers, mais sur les pommiers ça a été compliqué. Actuellement, avec le redoux, avec la température, le vrai printemps, comme vous pouvez le voir, les pommiers sont en fleurs, donc les abeilles jouent pleinement leur rôle de pollinisateur. Cependant, la récente vague de froid a perturbé la pollinisation pendant une période de 7 à 10 jours. Quand la fleur sort, la période de pollinisation elle est là, en même temps que la fleur. Donc si pendant que la fleur elle a éclos, elle est gelée, elle est sous une couche de glace ou qu'elle a gelé puis qu'elle est morte, les abeilles elles passent à autre chose et puis elles loupent cette période-là, le créneau qu'elles ont à dispo. Une situation qui n'est pas la même pour tous les arbres fruitiers. Les pommiers sont actuellement en pleine floraison, mais il faudra attendre 2 à 3 semaines pour en connaître toutes les conséquences.
quand on aura le fruit qui est noué, c'est-à-dire la pollinisation sera terminée, toutes les fleurs seront ouvertes et puis on pourra voir les premiers fruits se former. Et puis on saura seulement à ce moment-là si tout a bien fonctionné. Pour que tout fonctionne, la collaboration entre apiculteurs et arboriculteurs est indispensable. Celle-ci est notamment valorisée par le projet de développement régional FUI destination Petite-Arvine depuis le mois de janvier. Les buts principaux recherchés, c'est la pérennisation et le développement de ces entreprises agricoles. C'est le but du PDR. Et ici, nous sommes dans un verger et on voit que le secteur apicole travaille bien en relation maintenant avec le secteur arboricole pour la pollinisation des fleurs. Un échange de bons procédés qui, on l'espère, portera ses fruits pour les récoltes à venir. On ouvre une page sport à présent en football. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a été réalisé ce dimanche soir. Le GFA Rumilly-Weiler devra affronter l'AS Monaco. Les hommes de Fatsa Amgar recevront l'actuel 3e de Ligue 1 le jeudi 13 mai à 21h15 au Parc des Sports d'Annecy. Sébastien Germain a pu joindre l'entraîneur du GFA ce lundi pour connaître son sentiment sur cette rencontre. On l'écoute. Oui, bien sûr, c'est une récompense. On attendait tous à la fin du parcours, donc en demi ou en finale, mais jouer un gros morceau. Donc déjà, on joue une Ligue 1, ça c'était déjà un souhait de la part de tout le club. Et qui plus est, comme vous le dites, l'AS Monaco. Donc l'AS Monaco, c'est une référence, c'est un grand nom du football français, un club qui a joué la Ligue des Champions, qui va peut-être la jouer l'année prochaine et qui est sur une dynamique incroyable. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est un des top clubs français et on est super content pour ça. Ça sera très compliqué. On sait que voilà, on aura une petite chance de créer l'exploit. Donc on va jouer le coup à fond. Se mesurer à des professionnels et qui plus est des joueurs comme Ben Yedder, comme Voland, comme Fabregas s'ils sont présents. Bon c'est magnifique pour nous, pour les joueurs, pour moi en tant qu'entraîneur bien sûr. Kovac en face c'est aussi une référence. Il était au Bayern il y a très peu de temps, donc pareil c'est aussi en termes de travail, ça va être intéressant de voir ce qu'on est capable de faire et je pense que on va essayer de donner une bonne image et encore une fois, pourquoi pas créer un exploit. Alors c'est important de pouvoir s'entraîner régulièrement, mais aussi de gagner en fraîcheur. Donc on va partir sur 3 séances semaine. On va faire une opposition et puis on va faire un match amical contre une équipe de nationale donc une semaine avant la demi-finale. Donc pour être prêt le jour J. Et puis toujours en football, le FC Annecy recevait ce vendredi soir le Red Star au Parc des Sports d'Annecy. Face à une équipe encore en lice pour la montée en Ligue 2, les Rouges se sont procurés plusieurs belles occasions. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à confirmer leur tentative. Score final 0-0. C'est le 3e match nul d'affilée pour le FC. Pour le moment, les Hauts-Savoyards assurent encore le maintien à 3 matchs de la fin du championnat. Prochaine rencontre pour les Rouges ce vendredi à Bastia, l'actuel leader du national. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre émission Panorama consacré cette semaine au lac du Bourget, le plus grand lac naturel d'origine glaciaire en France. Ce soir, focus sur la préservation de ce lac avec Fanette de Buisson. Elle s'est entretenue avec le syndicat mixte qui le gère depuis plus de 40 ans. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le journal à 18h. Je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous.